opération par opération. Première opération, c'est l'opération mairie. On avait ajouté à 13 860 €, on en a exécuté 11 668. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent sur cette opération? Il y a, entre autres, le site, la mise aux normes électriques de la mairie et l'achat de matériel pour les services techniques. Voilà. Et donc, il y a 86% du budget alloué qui a été consommé. Concernant les bâtiments communaux, on avait un budget à 14 901, réalisé 14 822. Ce sont essentiellement des frais d'études pour le pôle enfance et la clôture, la mise en place de la clôture future Chocolat. Concernant la voirie, on avait un budget à 56 749, réalisé 51 632, ce qui correspond à des études sur les voies d'août, je pense. Ouais. Là, il y a de la topo et de la maîtrise d'œuvre aussi. Oui. C'est ça. Et quelques travaux. Ensuite, il y a les îlots en guérilla, réfection du chemin Penchicha, pardon. Ensuite, j'ai barrières et chantier au Crapa, barrières, et restauration de la croix. C'est ça? Oui, ça. Voilà. Donc, on est à une réalisation quasiment à 100% sur cette opération. Pour l'église, on avait un budget de 369 962, réalisé 366 781. En fait, ça correspond à la fin de la deuxième tranche église et le budget est consommé à 100%. Concernant le pôle enfance, budget prévu 131 354, réalisé 124 258. On a réalisé la première tranche CVC, donc climatisation, chauffage du pôle enfance. Je pense que ça veut dire ça. Ouais. Alors, on a rénové les sanitaires de l'école primaire. On a acheté du matériel, de la neige, etc. pour la crèche pour les SH, je sais plus. La neige, les SH. Voilà. Donc, voici pour l'enfance. Ensuite, on a l'aménagement du bourg. Alors, il faut faire attention parce que le BP prévoyait 453 000, sachant que c'était une provision pour les travaux d'en bas. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas été consommés. Les travaux n'ont pas eu lieu. On a réalisé que 15 835 qui correspond aux frais de maîtrise d'œuvre phase AVP. C'est ça? Non, je suis pas contrôle. Hein. C'est ça. Matériel urbain, on a acheté simplement uniquement de l'illumination de Noël. Ludothèque, on a mis en place la ludothèque, qui tourne très bien. On a acheté du matériel, naturellement, et de l'immobilier pour lancer la ludothèque. Donc à hauteur de 5 273 €. Enfin, opération financière, donc juste pour information, on a remboursé en capital de l'emprunt à hauteur de 147 373 €. Et globalement, si on retire la provision faite pour la place, on a un taux de réalisation à 94% du budget voté. Pour les recettes d'investissement, on a une augmentation de la taxe d'aménagement. Alors, ça doit être lié aussi, pareil, à ces terrains de plus de 18 ans. Je pense qu'elle est bien quand même. Donc on a une légère augmentation. On a perçu l'intégralité des subventions de l'Église, que ce soit État, région, département. C'est fait. Et donc on a un résultat d'investissement, mais on l'a vu dans les comptes de gestion, de 11 559. C'est bien ça. Le compte de gestion, ça paraît. On l'a dans la livre, hein. C'est ça? 11 580. 11 559, 559, 66. C'est ça. Voilà. On repasse au vote. On vote maintenant définitivement fonctionnement et investissement. Donc, qui est contre? S'abstient? On vous remercie. On passe au budget cimetière. C'est cimetière, monsieur? Oui. Alors, on l'a dit, le budget cimetière, il n'y a qu'une opération, une vente de cadeaux, je pense. Voilà. Donc, il n'y a eu aucune dépense. Actuellement, il faut savoir que on a
à part le caveau communal, on n'en a plus. Donc, je vous dis, on vous présentera au PP la création de 6 caveaux, sur 7 caveaux sur le terrain existant, donc pour pallier à ce manque, et également une prévision sur une extension de cimetière. Donc, je vous dis en préambule, voilà. Est-ce que le cimetière attire votre attention? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et nous terminons les comptes administratifs de l'État. Donc, je finis par passer par l'autre. C'est parce que je peux rajouter beaucoup de choses. Simplement que le budget de l'État va persister à la marge pendant encore au moins 2 ans, je pense, cette année et l'année prochaine, le temps que l'ensemble des travaux soient faits, avant une clôture définitive que j'espère dans 2 ans. L'enveloppe voirie, c'est là combien? La voirie, le l'État ou voirie la réserve pour faire le chemin après la fenêtre. On a alors, on est dans 30 000. 30 000 euros. C'est ça. Environ. Quand on dit voirie, peu prudent, hein, c'est le mur cassé, c'est pas fléché voirie, hein. On est bien d'accord. C'est des années, l'ensemble de la casse. Là, comme je disais, il y a le bureau qui est tombé. Voilà. Et au final, l'embellissement, s'il reste. Voilà. Et s'il y avait un reliquat, ce reliquat, en fait, serait réinjecté sur de l'aménagement en espace en verre, en embellissement, en centre général, sachant qu'on tombe de zéro. Qu'est-ce qui est prévu pour aborder l'élargissement de la route ou c'est trop bien dans le week-end? Le passage de. Après, à Côté-Nien, ce sera un projet communal. Non, mais pas le Guetta. Donc, Pas dans le Guetta, devant, à Côté-Nien, le chemin, la route, il y a un élargissement prévu, il y a un sens unique prévu. Non, je ne sais pas, pour l'instant, ça sera pas. Ça fera l'appel peut-être à un projet, mais. Ça ne sera pas dans le projet. Ça va se réserver pour lotissement interne. non, oui, c'est un budget annexe. Ça reste vraiment l'ensemble de lotissement. On ne peut pas financer avec ça la route qui passe à côté. C'est vraiment les routes qui sont à l'intérieur. Voilà. Et par contre, la voirie dont tu parles, effectivement, c'est l'opération voirie d'investissement du prochain année. Une fois qu'il n'y aura plus de travaux, Ouais, on va laisser tout finir parce que. Voilà. On peut passer au vote du compte administratif de l'État. Qui est contre? S'abstient? Je vous remercie. Ça, le congé parti, mais ça va bien. Bon, merci. Nous en sommes donc à la délibération numéro 8, qui concerne l'amortissement des immobilisations. Et je reprends la présidence sur ce conseil. Oui, je le disais tout à l'heure, les amortissements. Ce n'est pas une pratique commune dans toutes les communes de cette taille, mais pour moi c'était un outil qui nous permettait un outil comptable qui nous permettait de lisser un tout petit peu nos différents matériels et le renouvellement de ces matériels. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, tu la présentes, Joël? Oui, alors c'est un toilettage de ce qu'on avait voté, je ne sais plus c'est très vieux, donc on vous propose d'amortir les logiciels sur 2 ans, les véhicules sur 8 ans, le mobilier sur 10 ans,
le matériel de bureau électrique et électronique sur 5 ans et le matériel informatique sur 3 ans. Voilà. Après, pourquoi 2 logiciels 2 ans? On considère que l'obsolescence fait que on a aussi un taux de rotation très important. Sachant que on peut tout y mettre. Il y a des minimums et il y a des On était maximums. sur combien sur les camions, les véhicules et les voitures? On était à 10 ans sur D'accord. Donc, on les réduit, voitures donc, et ça veut les dire- véhicules. Ça veut dire qu'on augmente l'amortissement. Voilà. C'est ça. Et l'immobilier, on était sûr. On a tout le temps augmenté l'amortissement. Dans le mobilier, ça a bougé. Et par contre, matériel de bureau électrique, on était à 8 ans. D'accord. Donc, vu maintenant l'obsolescence. 8 ans pour l'ordinateur, excusez-moi, mais Ouais. je crois Et pareil, qu'il était urgent de passer à autre chose. Hein. Voilà. Donc on a passé à 5 ans. Voilà. C'est relativement technique, effectivement, comme délibération, mais ça a des incidences comptables. Et là, en tout cas, ça participe. Je finirai par la dernière carte, là, c'est lié au PIG. Vous savez ce que c'est le PIG? Non. Le PIG, voilà, c'est l'intervention de la commune en partenariat avec l'agglomération sur des subventions versées aux administrés qui engagent des travaux d'amélioration de l'habitat, essentiellement énergétique pour la plus grande partie, Et sur l'accessibilité et aussi. sur l'accessibilité énergétique. Tout ce qui est économie, isolation des bâtiments, etc., plus l'accessibilité. Il faut savoir qu'on développe un budget, on a une enveloppe, tous les ans on développe, Maximum 3 000. c'est ça, 3 000 par an. La personne ne peut toucher cette subvention que si elle est approuvée par l'ANA, donc c'est l'Agence nationale De l'habitat. Donc, l'amélioration de l'habitat. l'amélioration de l'habitat. Donc si la personne est éligible à l'ANA, automatiquement elle aura droit à un pourcentage de ses travaux, donc de l'agglo et de la commune. Peut-être c'est pas très su sur la commune, hein, ça. Il faut quand même aussi, on a un seuil d'intervention à l'État dans notre commune, hein. Pour la deux, c'est peut-être différent. On avait déjà voté ces délibérations. On avait voté ça il y a quelques années. Est-ce qu'on peut voter celle-là? Alors je mets en vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la 9e délibération qui va nous être présentée par Odette. C'est une délibération concernant l'engagement d'une convention territoriale globale, la fameuse CTG, avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Le contrat enfance-jeunesse. Voilà. Alors, monsieur le maire expose que la commune est engagée depuis quelques mois déjà dans la démarche de convention territoriale globale avec la CAF et les autres communes du territoire. La convention territoriale globale est une démarche partenariale de construction d'un projet social de territoire partagé. Elle se concrétise par la signature d'un accord politique conclu pour 4 ou 5 ans entre la CAF et une ou des communes et ou des intercommunalités. En lien avec les enjeux des différents schémas départementaux, notamment le schéma départemental de services aux familles, elle favorise la qualité de service en mettant en cohérence les interventions de la CAF et de l'ensemble des acteurs du territoire. Il s'agit d'un contrat multithématique qui porte sur la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité et maintenant l'animation de la vie sociale. Ce contrat se veut ainsi plus large que le contrat enfance-jeunesse qu'il doit remplacer progressivement. Dans ce cadre, un diagnostic de territoire est prévu à l'échelle du pôle sud du Pays Basque. La CAF a présenté les principes des bonus territoires, nouvelles modalités de financement qui viennent se substituer au contrat enfance-jeunesse Pôle Enfant. L'un de ces principes est le reversement directement au gestionnaire d'équipement. Cette modalité s'appliquera à compter de 2022 sur un droit calculé pour 2022. En parallèle, dans le courant du 2e et 3e trimestre, la commune percevra le dernier droit du contrat enfance-jeunesse, le droit de 2021, versé en décalage comme jusqu'alors. La formalisation de ce nouvel engagement entre la CAF et les gestionnaires d'équipement, soutenu par la collectivité,
prendra la forme de l'avenant à leur convention de prestation de services. Elles devront notifier le montant de cette bonification. La CAF n'étant pas en mesure de procéder au calcul de ce montant prévisionnel avant le deuxième trimestre 2022, le versement de ce bonus n'est prévu qu'à partir de juillet 2022, après la déclaration des données d'activité 2022 actualisées et qui sera demandée au gestionnaire. Le versement sera celui d'un acompte d'un montant de 70% du bonus territoire prévisionnel calculé. L'engagement dans ce contrat politique qui est une convention territoriale globale est le préalable au soutien de la CAF via les bonus territoires. Aussi, afin que les gestionnaires d'équipements puissent bénéficier de cet acompte sur le bonus territoire dès 2022, la CAF demande que soit acté par le conseil municipal l'engagement de la commune à poursuivre la démarche et à signer une CTG d'ici la fin de l'année 2022. Alors, le conseil municipal s'engage à poursuivre la démarche et à signer une convention territoriale globale d'ici la fin de l'année 2022. Commentaires, questions, observations. Alors je vais faire les questions et les réponses. C'est quoi la différence avec ce qu'elle a avant? Non, je vais faire les questions et les réponses, effectivement. J'avoue que quand j'ai vu arriver cette convention territoriale globale, en sachant que la CAF, la Caisse d'allocation familiale, est un partenaire majeur de nos communes. Partenaire majeur de nos communes, avec qui on contractualise et qui nous accompagne dans la politique sociale, enfance, jeunesse, etc. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière tout ça? Parce qu'on travaille très bien avec eux, et je tiens à le signaler, on travaille très bien avec eux, on est dans une relation aboutie où on fait des propositions, ils nous en font, il y a une vraie synergie, il y a des moyens qui sont consacrés, et quand on va arriver dans un périmètre où tout semble bien marcher, où tout semble dynamique et quelque chose de nouveau, peut-être que notre esprit un peu, ou notre mauvais esprit se dit, tiens, à quelle sauce on va être mangé? Bon, d'autant que, et les mots ont leur importance, on parle dans ce cadre d'un diagnostic de territoire prévu à l'échelle du pôle Sud Pays Basque. Le pôle Sud Pays Basque, ça fait référence à un vocabulaire qui est lié à un échelon institutionnel qui est celui de l'agglomération Pays Basque et qui n'a pas de prérogative sur ce territoire dans tout ce qui est la relation commune et CAF. Donc, je m'en suis ouvert à M. Taillot, non, Teta, qui est le directeur de la CAF départementale. Oui, attendez, moi ça marchait très bien, je ne vois pas pourquoi on changerait ce qui marche très bien. Aujourd'hui, vous introduisez une dimension qui est une dimension territorialisée avec un vocabulaire emprunté à l'agglomération. Essayez de me rassurer un tout petit peu sur ces éléments. Bon, il m'a rassuré, en partie. Il me rassure et je ne vais pas avoir d'état d'âme à signer cette convention territoriale globale parce que je serai attentif à ce que nous en ferons ensemble et en espérant que nous continuerons à travailler avec les meilleures dispositions et les uns et les autres. Je pense que cette relation commune-CAF est une relation essentielle pour une commune comme la nôtre et avec les choix politiques que nous exerçons depuis ce conseil municipal. Notre politique enfance, notre politique famille, notre politique jeunesse est ancrée, est inscrite dans l'ADN de notre volonté politique. Donc je compte continuer à exercer ces prérogatives et en tout cas cette synergie avec le plus grand aboutissement dans le cadre de relations qui va nous lier avec la CAF. Encore une fois, ici, pas de suspicion ou pas de crainte, une interrogation, une validation et une volonté de continuer à aller de l'avant de la façon la plus aboutie. Encore une fois, je le dis, nous sommes des élus très impliqués sur ces dimensions, nous sommes des élus voulant fortement contribuer au développement de notre territoire et des services que peut apporter la CAF et de la synergie que nous pouvons avoir entre la CAF, nos administrés et cette collectivité communale. Quand je dis ça, Odette,
Est-ce que je reste très respectueux par rapport à notre partenaire? C'est en tout cas le souhait. Après, je pense qu'on avait déjà un contrat d'enfant jeunesse dynamique. On est une commune quand même qui produisons beaucoup socialement. Après, dans l'ensemble du territoire Pôle Sud, je pense que la thématique qui est à développer, ce serait peut-être l'animation de la vie sociale. Il y a des territoires mieux pourvus, un espace de vie sociale, en centres sociaux. Mais ensuite, bon, c'est vrai que nous, on a une crèche, on a la LSH, on a des projets jeunes qui font référence parce qu'ils, je pense que c'est le groupe le plus important pratiquement du Pôle Sud. On est pratiquement victime de notre succès aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Alors, je me permettrai juste de faire une parenthèse parce qu'ils ont une opération dédiée dimanche prochain. Cette opération dédiée est autour de la journée de la femme et ils se proposent alors c'est très intéressant, je trouvais ça très bien, dans le cadre de leur investissement pour financer leur propre projet, qui est bien entendu soutenu par la CAF, etc., et par la commune, mais de livrer fleurs, viennoiseries et textes de littérature permettant d'apprécier ce qu'a été l'histoire de cette conquête sur les droits des femmes. C'est bien ça? J'ai trouvé l'idée intéressante, originale et très citoyenne, parce qu'on a affaire là à des jeunes gens, garçons et filles, qui partagent et le même projet, et peut-être même la même vision citoyenne de ce qu'est la place de la femme dans notre société. Donc, vous pouvez passer vos commandes. Comment? Vous pouvez passer vos commandes jusqu'à demain. Voilà. Merci. Ils ont 36 commandes et n'hésitez pas à donc, aller vers eux pour les encourager. Mais pour les encourager, n'hésitez pas, c'est qu'on va passer leurs commandes pour dimanche. Vous pouvez les passer demain encore pour être livrés. C'est bien de me le dire parce que j'ai failli passer à côté. Non, faites-vous livrer. Voilà. Merci. Et on doit voter cette délibération. Il n'y a pas de questions. Juste, oui. Dans les CEJ, le volet animation vie sociale était plus ou moins pas repris. C'est la grosse différence avec ces nouveaux contrats. C'est-à-dire que oui, voilà. Le problème peut-être qui va se poser, c'est que maintenant il faudra réfléchir au niveau du territoire. Si on veut créer une structure, donc il faudra réfléchir au niveau des territoires pour qu'il y ait une cohérence. Pourquoi? Qu'il y ait un centre d'animation dans toutes les communes du Pôle Sud, par exemple. Il faudra réfléchir à un endroit où on devra la créer et que c'est pareil pour une crèche. Bon, nous on a une crèche, mais peut-être que c'est pas pertinent d'avoir une crèche dans toutes les communes, mais peut-être que oui aussi. La démonstration, l'exemple de la crèche, c'est peut-être le bon exemple. Mais peut-être que oui. Alors, on pourra décider que c'est cohérent s'il y a la demande. D'ailleurs, à Aix, avec le réseau d'assistantes maternelles que l'on a et la crèche, mais on en aurait encore besoin davantage. Voilà, et sur le plan opérationnel, est-ce qu'il est convenu de réunir les différentes communes de cette zone géographique? On peut laisser un bassin de vie. Oui, plutôt. On se réunit déjà. Il y a voilà, de réunions entre les communes du Pôle Sud. Ouais. Bassin de vie, mais moi je le dis aussi assez simplement. Je veux dire, aujourd'hui, on est rattaché à ce qu'on appelle le Pôle Sud Pays Basque. À Aix. Vous regardez un tout petit peu comment fonctionne à Aix. Mais si on le rattache au Pôle Sud Pays Basque, j'en suis très content, il n'y a pas de problème. Effectivement, on a une orientation qui est donnée de ce pôle. Mais aujourd'hui, elle paraît de fait naturelle. Pourquoi? Parce qu'institutionnellement, en 2005, à la création des communautés de communes, on a été rattaché à Pôle Sud Pays Basque. Bidart a beaucoup hésité à être rattaché entre le Pôle Sud Pays Basque et là, Arbonne s'est posé à un moment donné les mêmes problèmes. En 2005, nous, on a quitté la table des négociations, en fait, pas moi, mais le maire de l'époque a quitté la table de négociation pour dire moi je ne veux pas rentrer dans la communauté de communes. Il avait certainement ses raisons, je ne refais pas l'histoire, etc. Mais ce qu'on appelle un bassin de vie, pour ce qui nous concerne, on n'est pas exactement dans la vallée de la Nivelle. Excusez-moi. Oui, on a une partie de notre regard qui se porte vers Saint-Jean-de-Luz, Cibourg, Guétari, mais on a une autre partie de notre regard qui peut se porter sur Biarritz, Bayonne, etc. Moi, je pense qu'il faut utiliser le concept de bassin de vie, mais notre bassin de vie, à nous, à Instar, je veux dire, il est pluriel. Il n'est pas uniquement rattaché
à une zone géographique qu'on appellerait pôle sud Pays Basque. Institutionnellement, depuis 2005, on a été rattaché au pôle sud Pays Basque. Je dirais qu'aujourd'hui, il suffit. Enfin, moi j'ai toujours dit qu'Aed c'était à la croisée des chemins, sur beaucoup d'aspects, mais à la croisée des chemins, pourquoi? Parce que d'un côté, on va de Saint-Jean-de-Luz à Anglette, pratiquement, de l'autre côté, on va de Biarritz à Saint-Pé-sur-Nivelle, voilà, on est à la croisée des chemins. Et donc, nos appétences, quand on n'a que 12% de la population qui arrive à vivre, à développer son activité économique sur le pays, et quand on regarde les mouvements pendulaires qui s'exercent d'un côté et de l'autre, et ça on les connaît, on a la moitié qui part vers BAB et l'autre moitié qui part vers Saint-Jean-de-Luz. Et quand je dis la moitié vers Saint-Jean-de-Luz, c'est une petite moitié par rapport à ce qui va vers le BAB. Donc voilà, soyons attentifs. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des problématiques communes, mais ça veut dire que moi j'aimais bien cette relation particulière qu'on arrivait à générer avec la CAF. Parce qu'on était considéré dans l'originalité de nos projets, on était entendu, on était écouté. Je voudrais que demain, dans un bassin de vie, on soit aussi attentif à ce que nous souhaitons faire et nous souhaitons développer. C'est un enjeu majeur pour notre jeunesse, pour nos familles, dans un village que certains ont appelé le faux village dortoir, parce que il y a plein de considérations qui pourraient nous faire penser à un village dortoir. Nous n'en sommes pas un. Faisons attention à maintenir cette vitalité, et pour maintenir cette vitalité, que nos partenaires soient bien conscients qu'il nous faut être à nos côtés. Voilà, l'enjeu est là. Excusez-moi, je crois que c'est aussi comme ça qu'il faut le présenter. Donc, je n'ai pas de crainte, mais j'ai une attention qu'il nous faudra revendiquer, et je pense qu'on est légitime quand on promeut le village discret, le village authentique, tout ce que vous voudrez, le village à la croisée des chemins que nous sommes, mais qui s'il n'a pas les partenaires à ses côtés, peut aussi basculer d'un côté ou de l'autre. Après, moi j'ai confiance, je pense que c'est l'émergence de nos projets qui va faire qu'on sera respecté. Je l'espère. Y compris dans les communes environnantes, parce qu'on le voit avec les assistantes maternelles. Elles participent pratiquement à beaucoup de formations. C'est un public assez jeune, dynamique, qui a un taux d'occupation très important par rapport à, par exemple, aux communes environnantes, et on n'a aucun problème. Oui, mais pourquoi? Parce qu'on a su inventer et on a su faire comprendre cette impérieuse nécessité de lier les choses. Excusez-moi, Odette, mais cette crèche qui existe depuis 2008, je ne me trompe pas, depuis à notre arrivée aux affaires à 2008, mais 2011, on a vraiment souhaité, parce qu'au-delà des 20 berceaux, et aujourd'hui des 24, c'est ça, il puisse y avoir une irrigation, une sorte de mutualisation des compétences des uns des autres, et que les enfants d'Aed puissent se retrouver, que les professionnels de la petite enfance puissent se retrouver, et ça a été pour nous déjà, et là je remercie l'ancienne directrice de la crèche, Mme Lebré, qui avait compris quelle était cette dimension-là, et il faut continuer à le faire vivre, et ça a été une originalité peut-être, au départ on se dit un peu, mais non, et continuons à être force de proposition, et à être accompagnés pour pouvoir développer ce genre d'idées, qui au départ sont peut-être des idées qui ressemblent pas à grand-chose, mais je peux vous assurer qu'elles sont, à mon sens, fondamentales pour bien des relations qui se tissent dans ce village. C'est une innovation très importante, ça permet de professionnaliser les assistantes maternelles, ça permet un échange aussi entre la crèche et les assistantes maternelles. C'est vrai que c'était innovant, et voilà, c'était une petite commune comme Aed qui a démarré, je trouve ça. Et il y a une pertinence. Voilà, tout à fait. Il y a une vraie pertinence. Enfin, excusez-moi, mais ceux qui étaient là depuis le début, vous savez comment on a essayé de faire vivre ça. Et aujourd'hui, c'est cité un exemple. On oublie quelle était la genèse. N'oublions pas que ces idées-là, elles ne s'imposent pas au départ. Elles se construisent par la volonté des uns et des autres, et aussi par l'accompagnement financier des instances. Voilà. Si on n'avait pas été accompagné, on n'aurait pas pu le faire. Et si on ne pouvait pas le faire, c'était une bonne idée qui restait dans les cartons et qui n'allait pas irriguer ou servir, alors j'aime pas d'exemplarité, mais de référence sur le territoire. Et sur ça, comme sur d'autres choses, on parlait de notre projet ado. Alors,
pas de problème. Hein. Moi, on s'est inspiré de projets qui existaient ailleurs, mais on l'a fait à notre sauce. On l'a fait à notre sauce. Et je peux revendiquer les spécificités du projet ado d'AETS. Et on a continué à se battre, y compris avec nos acteurs locaux, pour cultiver quelque chose de particulier autour de ce projet ado. On n'est pas dans du consumérisme, on est dans de l'activisme. On se génère notre propre moyen. Écoutez, ils en sont heureux, ça les forme, et nous en sommes heureux. Et c'est un levier éducatif, à mon sens, essentiel. Et là encore, la CAF a compris et nous accompagne. Donc, ne nous laissons pas noyer, continuons à être innovants, à être force de proposition et à être attentifs au devenir de ces projets. Excusez-moi, c'est presque le militant qui parle. Bon, on va voter? Non, on n'a pas voté? Bon, on va la voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La 10e délibération porte sur la formation en langue basque. Je vais me permettre de la présenter en l'absence de Ramucho. Bon, c'est une délibération que vous connaissez, on en a déjà passé, puisque ça date de 2015, notre projet de labellisation. Je vais la lire pour qu'elle soit la plus compréhensible possible et pour ne pas me perdre dans les différentes présentations. Depuis 2015, la commune s'est engagée dans une procédure de labellisation. L'établissement d'accueil des jeunes enfants Tipitoak d'Aet souhaite développer un accueil bilingue de type C. L'enfant est accueilli dans un environnement bilingue. La moitié des professionnels s'adressent à lui en basque et l'autre moitié en français. Le 23 juin 2018, la communauté d'agglomération Pays Basque a adopté son projet de politique linguistique communautaire en faveur de la langue basque, dans lequel elle fixait comme objectif de structurer une offre bilingue dans les services à la population portés par le bloc communal, devenant de fait le seul organisme public en charge du pilotage du dispositif d'appui aux politiques communales. Je parle bien de la communauté d'agglomération. Parce que là aussi, il y a eu des évolutions au fur et à mesure. Ainsi, dans le prolongement de cette décision, le Conseil communautaire, le 14 décembre 2019, a adopté les nouveaux critères de financement pour l'appui aux communes, décidant notamment d'intervenir à hauteur de 50% des coûts du dispositif Léa à l'attention des services petite enfance. Pour les structures en démarche de labellisation, la CAPB procède en concertation avec le gestionnaire à la définition du plan d'accompagnement. L'objectif de ce plan est d'aider le gestionnaire à répondre aux prérequis du cahier des charges. L'état de mise en œuvre du plan est évalué chaque année et au terme de sa mise en œuvre, l'établissement procède à une nouvelle demande de labellisation auprès du comité des labels. L'établissement d'accueil des jeunes enfants Tipitoak a formulé une demande de labellisation modèle C. Après examen de la demande, le comité des labels a déclaré l'établissement Tipitoak en démarche de labellisation sous réserve d'adoption d'un plan d'accompagnement permettant à la structure de remplir les conditions fixées par le cahier des charges du modèle C. Le budget prévisionnel de la feuille de route 2022 serait réparti sous réserve des délibérations prises par l'Assemblée délibérante partenaire. Selon le schéma suivant, la commune d'Aet cofinancerait à hauteur de 50%, la communauté d'agglomération Pays Basque cofinancerait à hauteur de 50%. Vous avez vu disparaître depuis quelques années, je crois que c'était l'Office public de la langue basque qui participait aussi dans le cadre des subventions à certains financements. On a rééquilibré ça depuis 2018. Depuis 2018. Donc, vous avez les dépenses et les recettes d'un côté. La commune d'Aet, pour 50%, engagerait 3 945 € sur un total de 7 890. Sur la base de ces éléments, le budget prévisionnel du plan de formation professionnelle en basque s'élève à 7 890 €. Il est proposé au conseil municipal de participer à hauteur des 50% comme inscrit dans le tableau. Et bien entendu, on précisera que les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits au budget prévisionnel de la commune en 2022. C'est bien ça? Voilà. Des questions? Observations? Concrètement, au niveau pratique, il manque combien de personnel formé pour avoir le label? Il n'en manque plus. Il n'en manque plus avec cette action. Toute chose égale par ailleurs. Si personne n'est par ailleurs. Excusez-moi, le chat échaudé crée l'eau chaude, l'eau froide et compagnie. Donc, la personne reste. On peut avoir une remplaçante ou un remplaçant de la formule. c'est ce qui nous est arrivé et ça a été bien ciblé comme ça.
en la personne de faire quelqu'un qui est arrivé, qui a été formé dans une autre commune. Alors, dans le fameux jeu de Mercato, on peut en parler. Voilà, nous, on a récupéré quelqu'un qui avait été formé dans un autre temps, mais un autre espace ailleurs. Et par contre, on en a vu partir un paquet aussi. Alors, peut-être qu'on va les voir revenir, j'en sais rien. Mais on en a vu partir aussi. Voilà, il n'y a pas de prime pour le club formateur. C'est bien dommage. Du coup, 2023, on peut espérer avoir la tête. Bah oui, c'est la dernière personne d'être formée. Je ne vais pas signer. Je ne vais pas mettre ma main à couper. Mais oui, on aimerait bien. Oui. Voilà. Dans le label C. Oui, bien d'accord. C'était votre seule question, M. Babat? Je vais mettre à voter. Je vais donner un petit complément pour la langue basque dans le village. Donc, à voter qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Puisqu'on parle de la langue basque, il y a un sujet d'actualité concernant. Alors, j'ai déjà signé la convention, excusez-moi, elle est là, je ne veux pas que vous la perdiez. Donc, je l'avais signé par anticipation, me disant que ça n'allait pas susciter trop de problèmes. Elle est là, la convention, je vous la donne, Frédéric. Concernant la langue basque, oui, nous avons assisté, enfin, pas moi, je prie encore de m'excuser, mais j'étais empêché ce jour-là, au conseil d'école mardi dernier, n'est-ce pas Laetitia, et un certain nombre de questionnements autour de la langue basque et des évolutions législatives récentes s'est fait jour. Alors, vous le savez, nous bénéficions, alors je ne crois plus que ce soit à titre expérimental, et tant mieux, mais d'une section immersive en maternelle, c'est-à-dire sur toutes les sections de maternelle, petites, moyennes et grandes, nous avons une section immersive, adossée à une autre section qui est une section unilingue français. Les nouvelles dispositions, au cours du mois de novembre et décembre de l'année dernière, permettent par circulaire de demander une continuité sur une section immersive en CP. En CP. Et c'est sur ces éléments-là que les parents d'élèves souhaitaient interroger la municipalité. Alors, nous avions pris un petit peu les devants, pour tout vous dire, en essayant de... Alors, ce genre de dispositif se met en place quand il y a une sorte d'accord unanime des différentes parties. Dans les différentes parties, il y a bien évidemment l'équipe enseignante, la communauté éducative, parents, et le pendant, on va dire, dont les prérogatives sont à l'école élémentaire, je viens parler de la commune. J'avais pris un petit peu les devants, c'est-à-dire que j'avais demandé à l'équipe enseignante, au sein d'un conseil des maîtres, de bien vouloir réfléchir à cette proposition qui pourrait être faite d'une section immersive CP au sein de l'école publique communale. Le conseil des maîtres s'est réuni avant le conseil d'école et n'a pas statué de façon totalement positive à ce moment-là, faisant part d'un certain nombre d'interrogations, de positionnements, etc., avec un certain nombre de précautions à envisager sur la mise en place de cette section immersive. N'empêche que les parents re-questionnent le sujet en disant, bon, écoutez, nous, parents d'élèves, en tout cas délégués par l'élève au sein de ce conseil, on n'a pas encore été consultés. On aimerait bien voir quel peut être le sort réservé à cette continuité immersive en langue basque. Donc nous nous sommes engagés, je me tourne vers la déléguée aux affaires scolaires de notre commune, nous nous sommes engagés à consulter les parents, dans le cadre d'une enquête qui pourrait être faite, qui devra être faite. Je n'ai pas encore transmis les éléments que j'ai commencé à écrire, mais ils seront demain matin sur ta boîte mail, pour travailler ensemble sur effectivement cette consultation auprès de l'ensemble des parents d'élèves de l'école. L'ensemble des parents d'élèves de l'école. De façon concomitante, l'Ikastola à l'Orga ou à Bia, ou à Bia à l'Orga, ou à l'Orga tout seul, je ne sais plus,
Voilà, nous a fait parvenir une lettre nous demandant de considérer leur demande d'installation de la structure Icastora versus maternelle et CP, parce qu'ils ils arrivent dans la 3e année d'existence, donc ils ont des gamins qui ont été intégrés à 8, 9, suivant les années, pour l'ensemble du dispositif maternel, et pour existant aujourd'hui sur AES, nous voterons les forfaits communaux, les subventions sont toutes assez classiques qui ont déjà été votées les années précédentes. Cette lettre ayant été reçue doit participer aussi à une réflexion que nous pouvons considérer, reconsidérer à l'aune de ce qui est proposé par l'Éducation nationale d'un côté, de ce qui est envisagé par l'équipe enseignante, de la demande de nos parents d'élèves de l'école publique et de la demande des parents d'élèves de l'Icastora. Donc, cette enquête sera proposée auprès des parents d'élèves de l'école publique pour apprécier, on va dire, et elle pourra être rebattue, elle n'a pas de caractère absolu et définitif, mais elle donnera déjà une orientation. Sachant que, dans tous les cas, quand on m'interpelle sur un questionnement, j'essaie toujours d'apporter les réponses de la façon la plus aboutie autour des positions que pourrait prendre ce conseil, bien évidemment. Donc aujourd'hui, voilà, c'est juste un point d'actualité. On a d'un côté l'évolution législative, la demande des parents d'élèves de l'école communale pour dire nous aimerions bien savoir quel est le ressenti ou la volonté des parents autour de cette proposition législative. De l'autre côté, la lettre de Castolin nous demandant de voir dans quelle mesure il pourrait y avoir un accueil réservé à cette rentrée, à la rentrée future, mais en tout cas possiblement à cette rentrée de famille, où il y aurait, on va dire, la composante maternelle, mais d'après ce que j'ai compris aussi, puisque l'accord c'était bien d'avoir une maternelle sur AETS et une primaire sur Arbonne dans le cadre d'un regroupement pédagogique intercommunal. L'école d'Arbonne se fait, mais n'ouvrira pas en 2022, elle ouvrira au mieux en 2023. C'est bien le calendrier qui a été établi. Donc voilà les considérations que je voulais vous exposer à ce moment-là, sachant qu'une enquête va donc partir et que j'aimerais bien qu'on puisse avoir pour le dernier trimestre à statuer, nous tous ici ensemble, sur les différentes propositions, sachant que du côté de l'Éducation nationale, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas pressés de mettre en place cet enseignement immersif sur les écoles publiques. Je vous avais annoncé une bonne nouvelle. Alors elle a mis son temps pour arriver, cette bonne nouvelle. Mais nous y sommes. Madame la trésorière principale de la trésorerie d'Asparren, au bout d'un certain nombre d'échanges, de considérations, d'interrogations, de relance, aujourd'hui, et non hier, a hier envoyé un mail nous confirmant que mon accord et mon avis conforme à vos projets. Je peux vous lire l'ensemble du mail ici. Je m'excuse du retard apporté dans la réponse, ce qui est déjà une bonne façon, hein. Mais comme je l'ai souligné la semaine dernière, je reçois beaucoup de messages ces derniers temps, notamment de la part de retardataires nombreux pour les l'école de gestion. Bon, pour en revenir à mon projet d'arrêté, régie crèche, il faudrait préciser quelle est la nature. Je parle de l'ECHCO, excusez-moi. Voilà. Il faudrait préciser quelle est la nature de quittance, que ce soit les EGE, observation compte tenu des montants encaissés sur ces régies, compte tenu de l'obligation généralisée à l'ensemble des collectivités de permettre de régler la facture de façon dématérialisée, obligation qui s'applique aussi bien sur les titres émis que sur les factures émises par la GPD, il va être nécessaire d'envisager l'ouverture d'un compte de dépôt de fonds pour ces trois régies de façon ensuite à établir un contrat de paiement par Internet, PayFit ou un paiement de proximité par carte bancaire avec un terminal de paiement.
Bon, sous la réserve mentionnée sur votre projet d'acte modificatif de la régie crèche, à corriger, je vous confirme mon accord et mon avis conforme à vos projets. Alors, excusez-moi. Ah oui, dans l'objet, on a bien projet arrêté, parce que ça doit lui faire mal. Projet arrêté à régie, intégration, nous avons, et nous allons la remercier comme il se doit. C'est fait. En retour de mail, mais ça n'empêche qu'on peut préparer un courrier. On va préparer un courrier. On va préparer un courrier parce que il nous a fallu. Nous sommes en séance publique et nous ne voudrions pas être désobligeants, mais il nous a fallu faire intervenir un certain nombre de personnes pour que là encore, ceux qui étaient capables d'être faits ailleurs, dans des grandes communes, dans Savaillon, etc., Ustarit, ça a été sous le coup d'une interdiction totale. Et puis ça a évolué. Mais nous aussi, ça évolue et c'est tant mieux. Ça montre que raison, sachant garder, peut arriver à aboutir. Ça tombe bien parce que nous recevions le préfet, le sous-préfet, pardon, le 25 mars, et ça faisait partie le 25 mars, et ça faisait partie de la liste des courses. On va pouvoir le remercier aussi de toute la bienveillance qui a été accordée à ce dossier. En tout cas, merci pour les multiples mails que monsieur le DGS et que Marine ont dû envoyer à la trésorerie. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Semble être la devise de l'administration française par moment. Pardon de ce dernier petit commentaire. On a parlé déjà des votes à l'agglo. Ces votes à l'agglo marquent un tournant très fort sur notre territoire. C'était Odette qui était, car j'étais aussi empêché samedi. Mais on l'a évoqué aujourd'hui. Je pense que là, il faut souligner aussi cette actualité un tout petit peu sur notre territoire. Et on critique beaucoup l'agglo sur beaucoup des aspects. Parfois, on a raison, mais je crois aussi pouvoir dire. Et là aussi, il faudra l'évaluer sur le temps. Notre agglo est jeune. On en demande beaucoup. On ne prête qu'aux riches. Alors, je ne sais pas s'il est de plus en plus riche, peut-être pas. Mais en tout cas, il faudra, au fur et à mesure des années, et considérer d'abord ce qui se fait, la relative, je veux dire, jeunesse de cette agglomération. Moi, j'ai toujours dit que les politiques publiques, et les 21 politiques publiques, je ne sais pas si elles seront toutes maintenues dans le temps, mais seront à apprécier à l'échelon institutionnel de notre agglo,